frotter pour les poils de
My name is Jay Miller, and I'm the co-publisher at Book Hub Press. And it's my extreme delight to welcome you all to the launch of the English language edition of Remnants, Le Drapant, the original French edition. Céline and Alicia are here tonight to present the book, and I think they're going to have a conversation. And we're all here to witness this into the world, and it's my great pleasure to be here. Hazel and I, my co-publisher Hazel and I, just drove in from Toronto, and it was a lovely drive. And then we arrived here, and we were welcomed with this beautiful weather. So I must thank you all very much for taking the initiative to brave the weather and come here to this beautiful bookstore. Aude, our host tonight, has this lovely space, and I have not been in it before, but it is beautiful, and I'm very pleased to be here. So I think without further ado, I'm going to pass the torch here to our author and translator, and please enjoy yourselves, and you guys enjoy yourselves too. Thank you. Thanks. Thanks for coming, everyone. It's really gross outside. Céline and I wanted to have a conversation with each other and ask each other questions. So we didn't really prepare a reading. I'm going to read a little bit from the book as part of my questions, but other than that, and then if anybody has questions at the end, we're happy to try to answer them. I will present the book, I guess. So for those of you who haven't heard anything about it, Remnants is a book that Céline wrote about her father's passing, and it's a book that has a lot of different forms inside it. There's a handwriting analysis that someone did of her father's signature. There's dream documentation. There's a short story. There's surveys that she asked people to fill out, people who had never met her father, but who knew Céline. And then there's dialogues, which are the main structure of the book, which are interviews. And Céline, I wondered if you could tell us more about the interviews, because that's a really important part of the book. Merci. Je vais parler en français. Est-ce que tout le monde comprend le français? Ça va? Oui, super. Puis si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je répète ou pour que Alicia fasse un wrap-up. Donc, comme disait Alicia, il y a beaucoup de parties différentes dans ce livre avec une forme assez hybride, et une des parties qui a nourri tout le reste du livre, qui repose sur une démarche documentaire, c'est des entrevues que j'ai faites auprès de ma famille et de gens qui ont connu mon père. Mon père est mort il y a 20 ans, puis je vivais au Québec depuis 1 an et demi quand il est mort. J'étais dans l'avion quand il est mort. Ma sœur m'avait appelée. J'espérais arriver à temps, mais je ne l'ai pas revu une dernière fois. Donc, le projet reposait vraiment sur l'idée de retrouver ces traces, de reconstruire un portrait, de passer à travers un peu la distance aussi qui nous avait séparés depuis plusieurs années. C'était un homme qui était malheureux, qui s'était enfermé dans le silence, comme beaucoup d'hommes de sa génération, je pense. Et donc, je suis allée une première fois en France pour faire des entrevues avec mes proches. Et je les ai interrogés, j'ai essayé de savoir quelle était leur version de l'histoire de mon père dans ces entrevues-là. J'étais aussi là pour documenter sa vie, prendre des photographies de ses lieux de vie, de travail, retrouver des archives de lui, des photographies. Quand je suis revenue à Montréal, je me suis rendu compte que soit mon voyage était un échec parce que j'avais pas trouvé ce que j'étais allée chercher, soit mon livre allait porter sur autre chose que la biographie de mon père. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, le sujet, c'était justement la disparition de mon père. C'était ce qu'il n'avait pas laissé derrière lui, c'était les silences qui planaient autour de sa vie. C'était aussi
un aspect sociologique de sa vie. C'était un homme qui venait d'une classe sociale pauvre. Donc le fait qu'on laisse peu de choses quand on n'a pas les moyens ou quand on pense que sa vie en vaut pas la peine. Donc c'était autour de ça et j'ai décidé de retourner une deuxième fois en France avec le script des entrevues. Et j'ai un peu harcelé les gens qui n'avaient déjà pas trop envie de me répondre la première fois. Donc je leur ai demandé de rejouer le jeu une deuxième fois en lisant le script de la première entrevue devant une caméra avec un micro et cette fois en leur donnant comme consigne de changer l'histoire, changer le script au fur et à mesure si leurs souvenirs ne correspondaient pas au script. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait aussi tout un aspect sur la mémoire, le fait que dans la disparition, il y a aussi ces différentes versions de l'histoire qui changent au fur et à mesure du temps, de notre rapport peut-être au processus de deuil, à la culpabilité ou à d'autres émotions qu'on traverse quand quelqu'un de proche meurt. Donc, c'est ça, je pense qu'à partir de là, le reste du livre et les différentes autres parties se sont construites. Puis d'ailleurs, c'est quand tu traduisais le livre, tu m'as demandé, les entrevues filmées, je ne les ai jamais montrées à personne, je ne les ai jamais diffusées publiquement. Mais Alicia, quand elle traduisait, m'a demandé si elle pouvait voir des entrevues ou si elle pouvait entendre les voix des gens qu'elle allait traduire. Et donc, j'ai envoyé des extraits des entrevues. Really helpful. Et donc, ouais, je me demandais comment ça avait pu te servir dans le travail de traduction. The dialogues were really hard to translate because unlike a novel where you would have constructed the dialogue and the people yourself, these were people who already existed. So yes, the interviews have been edited and there's sort of like stage directions that are little asides and almost extra stories or extra information, but when it comes down to it, the voices are people's real voices. So sometimes it was hard for me to kind of like imagine the way this person would speak, or even to just in the case of the surveys, for instance, that you have in the book, there's not really much identifying information, so it was helpful for me to ask you questions in that way. But there's I think you sent me, je pense que c'était une entrevue avec ta sœur que tu m'avais envoyé, and there's a part even where I remember there's a description of how she leans out of the frame to grab her cup, but just to see it is a totally different feeling, and I felt like because I had heard her voice, I could kind of hear that as I was translating. So yeah, and there was the bedroom where she was. Yeah, exactly. And your mother, you had sent me an audio and like recording with your mother, not a video one, but that was also really interesting to see. Est-ce que, parce que justement le fait qu'il y ait plusieurs parties, le livre est composé de beaucoup de voix, il y a la mienne, mais il y a aussi tous les gens avec qui je fais des entrevues, il y a les questionnaires, il y a de la fiction. J'ai l'impression que quand on traduit, souvent on peut, au bout de quelques pages ou au bout d'un temps, se reposer sur la voix de l'auteur ou de l'autrice. Toi, tu as eu ce défi de sans arrêt. Comment ça s'est passé? Actually, en fait, j'avais fait les dialogues tout d'un coup. So the dialogues are kind of like the main thread of the book, and then there will be other pieces of text in between them, sort of. And so I took all of the dialogues out and did them as one kind of piece. And there's a section, or even Dead Already, which is about your grieving process, and I did that all in one chunk. But it was really I translated this over the beginning of the pandemic. C'était quand même bizarre parce que we were in a really strange period where we weren't seeing anyone, and I was kind of like at home with my son and waiting to start this book maybe, and like unsure if we were even going to have grants to do translation anymore, so I was kind of holding off, and I did the translation in pieces, but it worked really well because I would work on one chunk and then leave it for a while and then come back to it. Et le fait que ce soit pendant la pandémie où justement on ne pouvait pas voir ses proches, je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans un contexte où ils étaient éloignés de leur famille. Je sais pas si ça... Yeah, I
think it really changes people's reception of this book. I don't know. I guess we'll see. But in a context where the book is really at a base, at the beginning of the book, you're talking about how you need to get home and you're so far away, and there's all of these things that you can't do. You can't be part of all of these rituals. And there's a lot of guilt that goes along with that, and I think people can relate to that in a different way because we have had similar situations. While I was translating this, my grandmother was hospitalized, and I couldn't go back to Winnipeg to see her, and that was, I think, I was like at the part where you're talking about not being able to come. I was like, hey, I'll just put this aside for a little bit and come back to it. Yeah. But yeah, I think it changes people's reception to it for sure. There's a passage I wanted to read and ask you a question about. It's a passage I really liked in this book. It's from the beginning, from the prose section. After my parents separated, my mother reorganized the photo albums. There are almost no photos left of my father now, just a silhouette in the background here and there, or his back. No one flipping through would be able to guess which of the men was the father the little girls pictured. Once in a while, my mother says, I wish I'd never met him. And it feels as though our existence becomes brittle, my sister's and mine, and soon it could be us vanished from the photos. But I'm being dramatic. My mother loves us too much to blot us from her life story. Maybe one day I'll sort through my own photos and make an album that preserves the version of the past I want to keep. That's why it's important to take a lot of photos, and often, not only to be able to remember, but for all the possible ways they can be arranged. And I like that, and I wanted to ask you about that because preserving a version of the past you want and rearranging the information, do you find that the way, I wanted to ask you first of all, like how you decided which parts of the story were going to come first and how you think that influences things, because it, like you say, like if you take certain pieces out or if you move them around, it changes the story. Ouais, je trouve ça, quand tu m'avais lu ce passage, puis je trouve ça intéressant. Tu avais fait un lien que moi, je n'avais jamais vu, c'est ça, entre ce passage puis la façon dont je parle de réorganiser les photos dans un album, et puis la façon dont j'ai réorganisé ou assemblé des fragments, en fait, des images dans le livre. Puis je n'avais jamais vu, je trouve ça assez ingénieux, je n'avais jamais vu le lien entre les deux. Ça a été quand même assez organique, la façon dont j'ai tout assemblé. Moi, je travaille un peu de manière très physique. Là. J'étale tous les fragments sur des grandes tables ou par terre, puis je découpe, je vais au ciseau, j'imprime, je découpe, je déplace. J'essaye de voir s'il y a des relations entre les choses. J'avais beaucoup de voix, beaucoup d'histoires, puis je voulais qu'on sente que les histoires étaient pleines d'incohérences et de contradictions, donc il fallait que je mette ces contradictions proches les unes des autres. Là, je sentais que ça, c'était important. Et puis, donc ça a été une partie du travail. Puis après, en fait, la première version de ce livre, j'ai travaillé avec une éditrice et un graphiste pour faire le livre d'artiste. C'est d'abord sorti comme un livre d'artiste. Et je pense que je suis arrivée la première fois à notre rendez-vous avec toutes mes parties imprimées, puis je ne savais plus du tout ce que je pouvais en faire, ni dans quel ordre ça pouvait aller. Puis c'est en discutant avec elle que je pense c'est elle qui a vu qu'on pouvait commencer par de la fiction et ensuite à l'intérieur intégrer le document. Puis quand elle m'a donné cette structure-là, après ça a été vraiment facile de tisser à l'intérieur les différentes parties. Puis, ouais. So the Céline's book started out as an art book. C'était 100 exemplaires qui étaient imprimés, oui. C'est ça? So in 100 copies, and anyone who wants to can come look at it after. But it's, I guess, all of your quotations too were like cut out on little pieces of paper and pasted in. Right? Exactly. Yeah, you can see it.
you can see the quotation. And you have a lot of quotes in the book from other authors. Yeah, I don't know. I guess mostly in the section, or even Dead Already, about your father, like about arriving in France. But I guess I wanted to ask what the importance of that for you was, because there were a lot of books about death and about a parent dying, but just death in general as well. Ouais, c'était... pour moi, ça faisait partie je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, ça faisait partie du désir, je pense, tout comme les questionnaires. Donc, les questionnaires, j'ai demandé à des gens qui ne connaissaient pas mon père, mais qui me connaissaient, de remplir un questionnaire psychologique sur lui pour raconter sa vie, les moments marquants de sa vie, son mariage, les raisons de sa mort, etc. Puis, l'idée, c'était déjà de savoir quel père survit dans la femme que je suis aujourd'hui. Puis j'ai immigré, donc j'ai aussi l'impression qu'il y a des choses que j'ai perdues. Je suis transfuge de classe, donc peut-être qu'on ne voit plus aussi mes origines sociales. Donc il y avait des choses qui m'intéressaient là-dedans. Puis il y avait aussi l'idée de créer quelque chose de plus collectif dans les questionnaires. Il y a, les gens parlent aussi de leur propre père. Et petit à petit, il se crée un peu une espèce de portrait du père ou de cet homme de cette génération-là, pris dans ses silences, pris dans beaucoup de difficultés de communication. Il y a les gens confondent leur père et le mien là, à force de répondre aux questions. Puis les citations, c'était un peu la même chose. C'est que j'arrêtais pas de lire des livres où j'avais l'impression qu'on parlait de mon père dans ces livres-là. Puis... c'est des livres qui m'ont vraiment nourrie pendant que j'écrivais, et j'avais envie que les autres pères, des autres auteurs ou des autres autrices soient aussi dans mon livre, pour que ce soit plus vraiment mon père, mais ce soit un peu le père de plein de gens. Là, j'ai l'impression que c'était pas juste mon père. Puis l'autre chose qui est peut-être plus une posture d'autrice, c'est que c'est vraiment important pour moi de lutter contre l'image romantique de l'écrivain qui est inspiré juste par lui-même, ou qui écrit seul, alors que pour moi, en tout cas, moi j'écris à l'intérieur d'une communauté, en conversation avec beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'artistes, d'amis aussi qui me nourrissent, avec qui je discute. Puis je voulais que ça se soit présent, je voulais qu'on entende les voix qui ont participé à l'écriture du livre. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, ça a aussi été un défi, ou comment ça s'est passé, la traduction des citations dans le livre. Parfois c'était difficile. I think there was one quote we couldn't find the book again, and we ended up changing it because there was something that was unclear what the meaning was, like a little tiny bit of it was like an Aristotle quote, I think. So we did a little bit of adjusting, but no, it was interesting. It was fun. I took all of any book that was in French that had an existing translation, I took the translated version, I used it in the book, but there was a lot of quotations that had never been translated, so I went back and didn't read the whole book, but I would read the chapter, obviously, or the section, and I translated those. But yeah, it's nice that I think it adds something really nice to those sections, which can be the topic is very heavy, and then you have kind of like these breathing spaces. And I think even though the book isn't in an art book form, it still really maintains a lot of the visual elements, and that seems important as well. Even I really like how the inside is gray, because there's a lot of carbon pages in the original art book as well that kind of imprint onto the blank pages a little bit. Yeah. I wanted to ask you about, I know that the Sarah Polley movie Stories We Tell was a really big inspiration while you were writing this book, and for those of you who haven't seen it, it's a documentary she made about her family, specifically her mother, but also stories that were part of her family. And in that movie, she pays actors to reenact scenes, and
I thought it was interesting. Most of the book is written in first person, but you choose to put yourself as a character in the dialogues. So your name is Céline and you're in the third person. And I wondered if that was a conscious thing that you did or it just kind of came naturally. Ouais, ça a été vraiment... en fait, dans le livre d'artiste, il n'y avait pas beaucoup de petites didascalies. Je pense qu'il n'y en avait pratiquement pas. Puis quand on a travaillé le livre avec Alexis Morin, qui a été l'éditrice du livre Cartanier, un des défis, ça a été que tout ce qui passait par le graphisme, il fallait le reprendre textuellement pour que ça devienne une œuvre littéraire. Puis dans les dialogues, j'avais choisi de construire les dialogues sur plusieurs colonnes pour qu'on sente qu'il y avait un collage. Les entrevues, en fait, je les ai toutes faites individuellement les unes des autres, mais dans le livre, petit à petit, on a l'impression que tout le monde se rassemble dans la même pièce et que tout le monde dialogue ensemble, alors que c'est un découpage et un collage. Et donc, on a cherché un moyen de le rendre visible. Et on s'est rendu compte qu'il fallait le prendre en charge par le texte. Donc, j'ai commencé à rajouter des indications scéniques. Et là, c'est posé la question de comment... qui raconte ces indications scéniques-là. Donc, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi à la première personne? Est-ce que c'est moi à la troisième personne? Puis, étant donné que je transforme ma famille en personnage, j'ai trouvé ça évident que moi aussi, il fallait que je devienne un personnage du livre et que je pouvais pas être détentrice de la vérité en parlant à la première personne et que je faisais partie de cette fragmentation du portrait de mon père et qui, ouais, je devenais un personnage parmi les autres. Je sais pas si c'est clair. Ouais. That makes sense to me. Yeah, you're right. It would be strange, I guess, if you had all the kind of the stage directions in the dialogues, and then you were telling the story from the first person. Mais je sais que j'ai lu une entrevue dernièrement de Sarah Paulet où elle parle de son processus dans Stories We Tell. Et elle raconte que justement, elle a décidé de s'extraire des conversations du récit qu'elle fait sur sa mère. Elle est présente dans le film. Et moi, j'avais pas senti qu'elle s'était extraite parce qu'on la voit tout le temps. Mais c'est vrai que dans ce portrait qui est construit de sa mère, elle ne prend jamais la parole pour raconter sa propre version de l'histoire. Et j'étais un peu jalouse. Je me suis dit, ah, c'est vrai, peut-être que j'étais trop bavarde, moi. Sometimes I'm really slow to clue in on things. I'm like, strange, so strange that they have so much footage from when she was a child. It's really, and then I realized, this is impossible. This is definitely not real footage. But it took me a while to figure that out. So your book started out. This book has been in your life for a really long time, I guess, because this book started out as an art book and then it was edited and put out again by the Cartanier in a different form. And then it's coming into English now. And I was listening to this interview with Cristina Rivera Garza, who's a Mexican author, and it was on the podcast Between the Covers, which is an awesome podcast that I really love. And she said, in talking about the translation of one of her books from Spanish into English, that translation renders visible the capacity to unfinish what is apparently complete and finished. And she also says, I believe that all work is work in progress, and that when we write the word the end at the end of a project, it's fiction. And she also talks about in the interview the idea of translation as more of a mutation or continuation than a new version of something. And I guess I wanted to know what you feel about these books. Are they new versions for you? Are they just the continuation of one work that's changing and moving? Ouais, j'aime beaucoup cette vision de la traduction. Pour moi, en fait, je parle souvent de mon processus comme d'une partition qui est rejouée différemment. Donc, comme il y a les notes, mais après, chaque musicienne l'interprète à sa façon. Puis j'ai l'impression que c'est ça que j'ai fait avec l'exposition, le livre d'artiste, le livre du Cartanier. Puis j'ai eu
aussi cette impression avec la traduction. Pour moi, la première fois que tu m'as envoyé la traduction, je reconnaissais, c'était mon histoire, c'était la longueur de mes phrases, c'était ma façon de raconter l'histoire, mais il y avait aussi ta voix dedans, il y avait, ouais, il y avait une nouvelle façon de raconter. Puis ça devenait un livre différent, ça devenait une nouvelle interprétation de cette partition. Puis je pense que je t'avais dit que j'avais l'impression que je pouvais entendre ta voix d'autrice dans la traduction, puis que je trouvais ça extrêmement beau, là, comme ça devenait comme une collaboration. Puis je me demandais, toi, comment toi tu percevais ça, justement? Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est une nouvelle version du livre, ou est-ce que... I guess I like the idea of seeing it as a continuation of something rather than just a new version. But it is obviously a new physical object. I guess that was really touching when you had written that you saw the rhythm of your sentences, and you read your story, and it was yours, but it was as though someone else different was telling it. And I think when I translate, I try to almost impersonate the author, and I know that's not how a lot of people work. And I like the idea of trying to like immerse myself in all the references and try to understand the subtext by talking to you as well. I think we're really lucky as translators in Montreal to really be close a lot of the time to the authors physically in the city, so we can meet and discuss. And that was it was a really nice process of this book, is being able to spend many long hours talking about certain issues in the book that were maybe unclear, and then have you speak English well enough, which is a luxury that a lot of translators don't have, to have your author read through your translation and flag things that could be different, or say like, this is amazing, or this is very strange, I don't know if you understood. There was something about a baguette on the table, I feel like, that I hadn't understood. Like your dad had like a baguette and it was like upside down on the table, and I didn't, I don't remember. C'est vrai, oui. C'était quoi dans le fond? Je me rappelle plus. Je sais plus, mais oui, il y a eu... It's something to do with a superstition in France. Ah oui, c'était le pain. Ok. It's the bread that. En français, je sais même pas si c'est une vraie expression, mais mon père disait ça tout le temps. On gagne pas son pain sur le dos. Qui veut dire on gagne pas son pain en dormant, mais aussi plus tard je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose lié à la prostitution, je sais pas, comme un sous-texte que j'avais absolument pas compris en tant qu'enfant. It was helpful to have you. Even I didn't understand the real meaning of it. Yeah, that's sometimes the thing that happens, that you ask the author what they mean and they're like, I don't know. Mais autre chose qui était assez intéressant là-dedans, puis comme tu m'as aidé à me calmer, c'est qu'en relisant ta traduction, moi, j'avais envie de changer plein de choses. Comme, il y avait des parties qui étaient trop longues. Je disais, Alicia, on pourrait comme changer l'ordre de ça, puis ça, on pourrait le couper, puis ça. Puis Alicia comme, OK. I really like this part of the story. Je pense que il y a des auteurs qui le font. I think there's lots of people who are... that translation can offer that opportunity to change things. But I think that when you were proposing those edits, you were proposing things that that for me, I was like, no, it works perfectly like that. It doesn't. We don't need to change it. So, but I can understand how the author that I cited before, she had Cristina Rivera Garza. She
had talked about how she went back and changed all the titles of her short stories after they were translated because she decided, no, I don't want them to be called this anymore at all. So she went back and changed them all, and she went back and dug into the English, and she speaks English really well, and she has started translating her own work as well. But I think that's maybe a slippery slope and a dangerous thing. But it's a question, I guess, when you translate a book. Are you translating a reading of it? Is it a static thing? Is it always changing? So. Peut-être justement en parlant de changer les titres, je ne sais pas, tu as fait un travail de transformation entre le titre français et le titre anglophone. Puis, je ne sais pas si tu as envie de parler justement de ce qui reste dans ces changements de titre. We can talk about the title, yeah. I'm always reluctant to talk about titles. People have really strong opinions about what they like in a title, what they don't like, what they think about your title. But yeah, the direct translation of the French book is The White Sheet, which to me doesn't sound as poetic, first of all, as Le Drap Blanc, but also has different connotations for me, and the words sound different. And we went through a lot of different titles. I don't remember them all. I think one was The Leavings. We liked that one a lot, and then someone was like, oh, it kind of reminds me of Bird Dropping. And from then on, we just couldn't really take it seriously anymore. But in choosing the title, I spoke to a lot of friends, I spoke to a lot of translators, but authors, and also to booksellers, because that's kind of an important thing as well. I used to be a bookseller, so I still have a lot of friends who are booksellers, or who used to be, and I think their advice was, invaluable in kind of finding a title. And the other thing with titles is that you might find a title that you really love, but somebody's already taken it. I remember at one point being like, oh, Inventory of a Lost Language. Already a New Directions book that's coming out. Yeah. So it's not always, like, c'est pas toujours évident de dire, je vais choisir ça, puis ça va marcher. Super. That's true. And there was Phantom Pain, and Yes. you published it a few months before. Yeah, I think we had something with Shrouded, didn't sound very nice. We had Portrait in Motion. There were a lot of different titles on the table. But I think Remnants has like a conserved sort of, in the French title, there's an object. It's a really visual thing. I think for me, Remnants is what the book is. You talk a lot about not having any physical evidence really that's left of your father's life. So you're trying to compile an archive, but there's not really anything there. There's nothing left. You have these very few photographs. You have the things you talk about being in his apartment and throwing everything away, but there's not really anything that anyone wants to keep. You have a few pipes that he used to smoke. There's these very small things. So really it's, the leftovers of a life. Oui, en fait, j'ai l'impression que souvent, il y a plusieurs, il y a autant de lectures qu'on peut faire d'un livre que de lecteurs et de lectrices, mais quand tu as sorti ce titre-là, j'avais l'impression que tu ressortais vraiment l'essence du livre que j'avais écrit avec Remnants. And we talked about the title, I think, really early on. Like, it was clear to everyone that we would change the title, and we the other thing with the title is that we have to decide on a title before the book is done being translated, which is also, you have a little bit less time, so you have to kind of really, I spent many hours looking in the thesaurus, the 1933 Rajas thesaurus that I have unabridged online. It's my favorite thesaurus. But we found a title, so it's exciting. I guess I'll ask you maybe one last question, which is, we talked about this the other day when we were kind of discussing what we wanted to talk about for the lunch night, and like whether there can be a resolution there's no plot twist in the book, spoiler alert for everyone, but it's a book about grief, and grief doesn't really end just because you wrote a book about it. But I do feel like there's a resolution in this book, and that, without giving too much away, but this is a short story at the end, and I think that in that short story you kind of say, if I could go back and have a different relationship, it's not really possible. It would be the same relationship and things would have ended the same way. I don't know if I'm reading that in the right sense, but... Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai essayé
de dire, je pense que souvent, quand on fait un travail comme ça, très personnel autour du deuil, ou je sais pas, souvent on me pose la question de est-ce que ce travail était thérapeutique, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça t'a permis de faire ton deuil, puis à chaque fois je suis embarrassée parce que j'ai pas l'impression que ça m'a aidée, puis j'ai pas l'impression que c'était ça le but. En fait, j'ai l'impression que plus on est avec un sujet, plus on le creuse et plus on soulève des choses assez profondes. On vit avec pendant un temps, peut-être que ça redescend un peu, mais ça se résout pas. Puis, dans la relation avec mon père, j'avais envie effectivement de faire sentir que à la fin, même s'il est mort, déjà la mort ne l'a pas changé, il n'est pas devenu une meilleure personne et ma relation avec lui n'a pas été merveilleuse parce qu'il est mort. C'est la même relation avec lui mort qu'avec lui vivant. Et le livre n'a pas non plus changé les choses, mais c'est ça, donc ça se termine avec le fantôme de mon père et avec la narratrice qui a mon nom et qui continue à ne pas être capable de communiquer avec lui. Peut-être que c'était important aussi pour moi de donner la parole à mon père à un moment dans l'histoire, parce que tout le monde parle de lui, mais vu qu'il est mort, il ne pouvait pas parler. Donc je le fais parler en fantôme, puis j'ai aussi l'impression qu'à la fin, il y a quelque chose aussi qui se déplace de l'ordre de ma propre responsabilité dans cette non-communication, dans ces échecs qu'on a accumulés dans notre relation. Là, donc j'ai l'impression que la résolution, elle est peut-être aussi dans le fait que je montre sa tendresse et ses efforts qui n'étaient peut-être pas visibles dans le reste du livre. That makes sense. Yeah. And the other thing I wanted to say is that you had another book launch last night. I'm really tired. But you have this really beautiful book, and I wondered if you could just tell us about the project quickly. Oui, c'est un livre un peu particulier qui a été écrit par d'autres personnes que moi, mais c'est moi qui ai fait le lancement. En fait, c'est un livre qui est le résultat d'une résidence et d'ateliers d'écriture que j'ai donné en 2020 pendant 6 mois avec des personnes qui avaient le cancer. Et puis, moi, je travaille dans mes projets actuels sur le rapport à la maladie, à l'invisibilité du corps malade. Puis pendant ces mois, on a travaillé avec les participants sur tout ce qui, dans leur expérience, était invisible. Donc, autant la maladie, qui souvent dans le cancer est invisible avant qu'elle soit diagnostiquée. Et puis ensuite, les effets secondaires des traitements, la relation, les impacts sur le travail, la vie familiale, la vie sociale, tout ce qui n'est pas dit. L'idée, c'était de les inviter à trouver des mots pour faire ça. Puis, on a utilisé plein de techniques. Puis, je voulais aussi que ce soit un travail collectif. Donc, tous les textes étaient écrits ensemble avec des fragments de texte qu'ils écrivaient à plusieurs. Et après, moi, j'ai récupéré toute cette magnifique production et j'en ai fait un abécédaire de l'expérience du cancer avec uniquement leurs mots, puis un montage. Donc, pendant que je travaillais sur ces textes-là, je me suis mise à dessiner. Je ne sais pas dessiner, mais je me suis mise à dessiner et ça a été assez évident. J'ai montré à des amis, puis des amis étaient là, ok, les dessins doivent être dans le livre. Donc, j'ai assumé et donc c'est devenu un petit livre qui a été imprimé en riso et qu'on a lancé hier. Puis, c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'il a été distribué gratuitement. Puis, l'idée, c'est qu'il soit distribué dans les centres d'oncologie et puis qu'il participe à une prise de parole sur la maladie. Donc, en fait, à la fin de chaque livre, il y a un petit collant qu'on peut prendre et coller sur le rabat
pour envoyer le livre, pour participer à cette prise de parole, puis faire entendre la voix des gens qui ont écrit. Donc voilà. Well, I think that's all the questions I have. But does anyone have questions for Céline? Well, I thank could you. ask a question. Okay. What's that? I'm sorry. One of the things that I love about this book is how it blurs fiction and non-fiction in such an interesting way. And there's all kinds of things that come to my mind in that, especially with this being a translation. Like in French, l'histoire is story, and that's history in English, but history has factualness to it, whereas fiction does not. And I don't know, I'm sort of interested in hearing something about that, both as an author and as a translator, like sort of dealing with the blurriness of this being real and not real at the same time. I think we had talked about that the other day and how maybe the fact of editing people's words and changing the order, in fact, I don't know if we can ever call that nonfiction or fiction, or if it's important, or if it's, the question of whether anything is ever actually nonfiction if it's through our lens of things, and we've moved things around. Ouais, c'est toujours une question que je trouve difficile parce que j'ai l'impression que je veux me situer dans le documentaire, dans la non-fiction. Pour moi, ce que je raconte, c'est la vérité ou c'est les vérités. Je me suis beaucoup inspirée aussi dans mon travail d'écriture, de démarche de documentariste au cinéma, puis en littérature d'auteurs, d'autrices qui sont aussi dans cette lignée-là, comme Annie Ernaux. Annie Ernaux, elle a une posture où elle dit qu'elle ne veut absolument rien inventer. Donc, elle retourne plusieurs fois sur les lieux pour être sûre de la couleur des volets ou pour être au plus près de la vérité. Puis, je me suis beaucoup posé la question de, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être au plus près de la vérité? Parce que j'ai l'impression d'y être et j'avais besoin de passer par cette frontière entre la fiction et la non-fiction pour être au plus près de la vérité parce que justement, c'est comme tu dis, dans la multiplicité des voix et des portraits sur mon père que j'approche quelque chose de vrai. Puis je voulais surtout pas reconstruire une narration linéaire avec un début, un milieu, une fin qui fige l'histoire de mon père, qui remplisse les trous autour de son histoire. Donc en jouant avec la fiction, j'ajoute, je pense que je m'approche de mon père au plus près. Je ne sais pas, par exemple, il y a des photographies dans le livre, puis il y a quelques photographies qui sont des photos que j'ai achetées dans des encans ou au marché aux puces et qui sont intégrées à l'intérieur des albums de famille. Mais pour moi, ils participent à la construction de l'image de mon père, d'une époque, avec le choix peut-être un peu comme justement Sarah Polley, avec le choix de reconstruire des fausses archives, mais avec des films 16 mm pour recréer une ambiance d'une époque. Pour moi, il y a un peu de ça dans les faux documents qui sont rassemblés dans mon livre. Is it important for you? Like in French, this book is just called récit, which is a really nice word that's very vague. But in English, it feels like because of book marketing and prizes and all of these things that we have to say really definitively is this fiction or not. But for you personally, est-ce que tu penses que c'est important de dire c'est de la fiction ou ce n'est pas? Au contraire, je pense que le moins de noms, de catégories possibles, le mieux c'est. Il
il a été classé en roman aussi pour le prix du gouverneur général. Puis d'ailleurs, comme il nous avait recontacté au Cartanier en nous demandant si on était bien sûr que c'était un roman. donc, je pense que il est effectivement sur... Ma pratique est de toute façon un peu hybride, puis c'est normal qu'il soit sur la frontière de plusieurs genres. That makes sense. Question. By writing this book, did you end up grieving your father? Did it help you through the process? No. I answered a little bit in French, but no, it's okay. I can answer, and if I'm not able, Alicia will translate my ages. But no, it didn't help at all. but it maybe what helped was it helped being closer to my family and being able to listen to their version of the story, because we don't do that when someone dies. Like we just mourn by ourselves, and sometimes there was a lot of bad feelings and culpability, and so it was difficult for them to talk about my father in the beginning, but at the end of the process, everybody was happy to being able to share their version of the story. I don't know if my English is sorry. I think you really see that in the book. With Yeah. the dialogues, there's a progression there when you first have your interviews with your sisters, and there is all of these things that are really unsaid, but you can feel them in the gaps in people's answers or how they answer. But by the end, it seems like you guys have kind of come to a different place. Yeah. Thank you everyone for coming, and thank you to Distill for hosting. And I also wanted to say thank you so much to Katia Grubisic, who couldn't be here tonight, but she edited this translation, and her edits were really invaluable. And also I made a list. To Stuart Ross for copy editing, to Rachel Gary for proofreading, and to Hazel and Jay for publishing the book, and for also trusting me to enough to buy the translation rights without having read the book, which is a big leap of faith. And also to Le Cartanier for putting out the edited French version, and to Céline for writing the book. Et merci beaucoup à toi pour ce travail merveilleux. Merci. I guess I will just say thank you so much for the lovely conversation, and congratulations on the book. Please round. Books are available for sale, and enjoy the rest of the evening. Thank you. Merci.